Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes, des chroniqueurs. Avec eux, donc, nous revenons pour analyser ensemble les faits qui ont marqué cette actualité. Aujourd'hui, au plan national, nous allons évoquer deux sujets. Il s'agit d'abord de l'affaire François Compaoré. Comme vous le savez, le Conseil d'État français a autorisé donc l'extradition de M. François Compaoré, mais tout de suite, sa défense a fait appel, en tout cas a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a donc pour le moment suspendu en attendant sa décision, cette extradition. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités. Puis second sujet, il s'agit donc de cette crise à la CENI qui vient de prendre fin avec la mise en place donc de nouveaux bureaux à la CENI, bien sûr avec la participation de toutes les parties, dont l'opposition également. Le président élu, il s'agit d'Élysée Ouédraogo, ancien commissaire à la CENI. Nous revenons également sur cette actualité. Et puis enfin, dernier sujet au plan africain, c'est la Côte d'Ivoire avec cette rencontre annoncée qui a été effective entre le président Alassane Dramane Ouattara et Gbagbo Laurent. Mes invités sont sur ce plateau, Lengani Issaka. Lengani Issaka est journaliste, il est directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Konsebo, il est chroniqueur média. Il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la droite d'Évariste, Lagui Bama. Lagui Bama est journaliste indépendant. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Vokouma Joachim. Vokouma Joachim est journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Merci à tous d'être sur ce plateau. Merci à vous qui nous prenez également en marche, qui nous suivez. Merci pour la fidélité. Cette émission est interactive. Vous pourrez déjà commencer à joindre la télévision pour vous inscrire sur notre liste et donner votre intervention dans la seconde phase. Alors, on commence tout de suite avec un sujet qui est bien connu. Il s'agit de l'affaire Thomas Sankara, liée bien sûr à l'assassinat du journaliste. L'affaire François Compaoré, liée bien sûr à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo depuis décembre 1998. Cette affaire continue. Donc avec la question de l'extradition qui depuis 2 années, on va dire comme ça, est toujours dans les couloirs de la justice française. Alors, dernière information, le Conseil d'État qui était attendu sur cette affaire s'est prononcé, a décidé donc l'extradition. Mais en même temps aussi, on voit un autre feuilleton qui s'ouvre du côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par ces derniers développements? Oui, c'est le dernier épisode de ce long feuilleton judiciaire que nous suivons depuis des années. Évidemment, effectivement, on a vu la décision du Conseil d'État qui avait été saisie par les avocats de François Compaoré, qui s'est prononcé en faveur de l'extradition de François Compaoré. Et tout de suite, ces avocats ont saisi, je crois on s'attendait à ça, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une procédure qui est classique, qui est attendue. Je me rappelle bien, je crois que c'était en 1989, le canard enchaîné avait attrait l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme et avait eu gain de cause. Donc, c'est une institution supranationale donc, qui a compétence sur les pays membres de l'Union européenne. En saisissant la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, je pense qu'ils ont déjà reçu le dossier. Je crois que l'extradition de François Compaoré, pour l'instant, est suspendue. Mais ce que j'ai compris, parce que j'ai consulté des juristes et des défenseurs des droits de l'homme qui m'ont expliqué que ce que la Cour européenne des droits de l'homme va demander à la France, c'est exactement ce que l'État français avait demandé à l'État burkinabé. C'est-à-dire d'apporter des éléments qui garantissent qu'une fois extradé, M. François Compaoré ne va pas subir des traitements dégradants, humiliants, contraires aux droits de l'homme. Donc, ce sont ces éléments-là que l'État français, le Conseil d'État, va apporter à la Cour européenne des droits de l'homme. Et si ces éléments-là sont jugés crédibles, à ce moment-là, la Cour européenne va dire « Ok, bon, on ne s'oppose pas à ce que la France extrade François Compaoré au Burkina Faso. Dans le cas contraire, si elle n'est pas convaincue de la pertinence de ces arguments-là,
si elle n'est pas convaincue qu'une fois extradé au Burkina, il ne sera pas maltraité, la Cour européenne des droits de l'homme peut dire nous avons des réserves par rapport aux garanties que vous avez présentées. À ce moment-là, je pense que l'extradition n'aura pas lieu. Mais ceux qui ont suivi son avocat qui est intervenu d'ailleurs sur cette chaîne, le jour même de la décision du Conseil d'État, il a expliqué que dans leur argumentaire, ils ont produit des documents, des rapports, notamment de la Convention des Nations Unies contre la torture. Vous vous rappelez d'ailleurs, le 12 juillet, il avait dit qu'une fois, Olivier Suy avait dit que si François Compaoré était extradé, il allait mourir en cellule. On allait le maltraiter jusqu'à ce qu'il meure en cellule. Ce qu'il avait dit en substance. Donc, ils ont encore invoqué les observations de la Convention des Nations Unies contre la torture qui avaient été faites au document que le Burkina a produit. C'est-à-dire c'était en décembre 2019. Alors, je suis allé voir ces observations-là. Qu'est-ce que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants ont dit sur les rapports que l'État burkinabé a produits sur les mesures qu'ils ont prises sur la torture. Donc, voilà ce que l'ONU dit dans ces observations. Alors, ils apprécient la loi, le code pénal de 2018, qui abolit la peine de mort. Ils apprécient également la loi portant, ça c'était une loi déjà de 2014, portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Ils apprécient également la création de la Convention nationale des droits humains. Mais voici quelques préoccupations qu'ils ont exprimées. La Convention contre la torture est préoccupée par le fait qu'au Burkina, la loi ne fait pas de la torture un crime imprescriptible. C'est-à-dire ça devient imprescriptible dès lors qu'il s'agit de génocide ou de crime contre l'humanité. Bon, donc si on n'est pas dans ce cas-là, la torture n'est pas imprescriptible. Donc la Convention des Nations Unies demande à l'État de faire en sorte que la torture devienne imprescriptible. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui n'est jamais, qu'on ne peut pas prescrire, qu'il faut absolument qu'il y ait un procès, qu'il y ait un jugement, que le coupable de torture soit jugé et sanctionné. J'ajoute une chose, ils ont également émis des préoccupations sur la garde à vue, qui est de 72 heures, plus 48 heures sur décision du procureur. Également sur le terrorisme, là, vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple, nous autres, là, on fait une interview d'un terroriste, on peut être gardé 15 jours, plus 10 jours éventuellement. D'accord, ça, ce sont les éléments. Là, ça, ce sont les éléments de préoccupation qu'ils ont exprimés suite au document. Alors, mais quand on regarde, pour le commun des mortels, et pour nous, peut-être qu'ils ne comprenons pas tout ça, quel est le lien avec François Compaoré? Oui, mais puisque ses avocats ont dit qu'il sera torturé. Je veux dire, il avait dit ça le 12 juillet, quand ils ont plaidé devant le Conseil d'État. Et quand il est intervenu sur cette chaîne, il a encore dit ça, qu'ils ont produit les documents à la Cour européenne des droits de l'homme sur la torture au Burkina. Donc, ce sont ces éléments-là qui seront appréciés par la Cour européenne des droits de l'homme. Ok. Évariste Konsebo, là, on est en plein dans les questions de droits de l'homme également. Ce sont peut-être des allégations, par exemple, que la défense émet, disant que notre client, une fois extradé, sera torturé. Il ne va pas bénéficier peut-être des mesures de garantie par rapport à la garde à vue, etc. Comment on peut apprécier ça concrètement? D'abord, il faut dire que l'évolution a atteint une étape majeure parce qu'on quitte le droit interne français pour aller maintenant sur une autre juridiction. Et cette juridiction a ses critères d'appréciation. C'est notamment le respect des droits de l'homme. Il y a eu toute une trentaine, mais les 5 plus importants, là, ce qu'ils ont dit, c'est droit à la vie, procès équitable, contre la torture, ne pas être discriminé, tout ceci. Les avocats, bien sûr, ont bien défini leur argumentaire en respectant ce champ. Bon, maintenant, c'est vrai que moi, je suis curieux de voir, en fait, parce que si la Cour ne suit pas donc la décision interne française, ça voudrait dire que la Cour aurait eu des éléments pour contredire, en fait. Et c'est ce qui est peut-être intéressant de voir. Comme je dis, la Cour aussi a ses propres critères d'appréciation qui sont pas du tout, qui sont de tout autre genre. Bon,
S'agissant donc de cette affaire, tout le monde sait que l'opinion, ou une certaine opinion, a déjà jugé et condamné. C'est déjà ça. Et aussi, le contexte aussi, c'est vrai, de l'environnement judiciaire. Je sais qu'il y a des magistrats vraiment impartiaux qui font leur travail correctement, mais on sait aussi qu'il y a des faiblesses, il y a des failles. Mais en fait, ce qui est un peu gênant, c'est le fait que l'opinion ou une certaine opinion est déjà jugée et condamnée. En fait, ça fait que il y a comme une sorte de discrimination. C'est pas évident. Le débat risque d'être quand même assez corsé. Bon. Est-ce que ça voudrait dire ici que M. François Compaoré est jugé, condamné par l'opinion, et donc par conséquent, il n'est plus nécessaire que la justice puisse être à même de façon indépendante. C'est très compliqué. C'est très compliqué, et d'autant plus que si on avait une porte de sortie, genre par exemple un pays, la Belgique, j'avais pensé qu'il y a une compétence universelle, mais malheureusement, on peut pas activer ça parce que ça concerne les cas de génocide et autres tout. L'idéal aurait été qu'on trouve un cadre plus ou moins neutre pour que tout le monde est intéressé de connaître la vérité de cette affaire-là. Tout le monde, parce que c'est une affaire quand même assez grave. Et ce qui est quand même gênant, comme je l'ai dit, c'est ce qui entoure un peu cette affaire-là. L'ambiance politique autour. Alors, Bama, réaction par rapport à cette situation? Pour certains, à partir du moment où le droit français a été dit, il ne fallait pas aller à la Cour européenne, même si c'est le droit, par exemple, de l'accusé. Il fallait venir au Burkina et puis faire face à la justice. Je crois qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris. On est toujours dans la même dynamique de départ pour ce qui est de la défense de François Compaoré. Ça se comprend aisément. Ils sont toujours dans leur même tempo de départ. Retarder au maximum l'échéance de la condamnation de François Compaoré. Faire dans le dilatoire tout le temps, c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis le départ de cette affaire. Ils sont dans leur logique de dilatoire, il faut les comprendre. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça aura une fin un jour. D'ailleurs, comme il a dit, c'est la dernière étape. Un jour, ça va finir. Ils seront dans le cul de sac où ils ne pourront plus aller ailleurs que de venir devant le juge. On va juger cette affaire, puis on finit une bonne fois pour toutes. Donc, moi, je dis, on n'est pas du tout pressé. On a fait déjà 23 ans. Même si ça doit prendre encore 3 ans, ce n'est pas grave. François Compaoré sera jugé. Maintenant, quant à cette opinion, cette idée qui dit que l'opinion a déjà jugé et condamné, moi je dis, mais ce n'est pas propre à François Compaoré seulement. Ça a toujours été comme ça. Des sujets de ce genre aussi importants, l'opinion a toujours son mot à dire dedans. Mais le juge n'est pas lié à l'opinion des gens. La justice, elle est indépendante, comme on le dit. Elle fait son travail selon ce qu'elle a devant elle comme élément de preuve et tout ça. Le fait que l'opinion est jugée condamnée, moi, je pense que ça peut lier un juge. Donc, moi, je dis qu'il faut quitter dans cette histoire de dilatoire, là, s'assumer ses actes. Parce que comme on peut demander à François Compaoré aujourd'hui, il n'a qu'à arrêter de fuir la justice, il n'a qu'à venir s'assumer. Et puis bon, on va quitter là, comme on dit. Mais est-ce que c'est forcément une façon de fuir la justice? Ce n'est pas aussi de trouver des mécanismes pour garantir en fait tout ce qui est, par exemple, François Compaoré n'est pas un procès équitable, ne va être torturé. Toutes ces idées qui consistent à dire non, les questions de sa sécurité, tout ça. Mais lui, il est qui? Il est un sur-burkinabé ou quoi? Il n'est pas burkinabé comme tout le monde. Quand on dit sa sécurité en justice, à la prison, qui a géré ce pays pendant 27 ans? Ces prisons qu'on dit ne sont pas bien et tout ça pour lui là. Les autres burkinabés sont là-bas. Lui, il est plus burkinabé, c'est burkinabé là. Arrêtez de se moquer de l'intelligence des gens. Il n'a qu'à venir s'assumer devant sa justice. C'est lui qui a conduit cette justice depuis 27 ans. Il n'y a que 5 ans seulement qu'il est parti. Ça n'a pas changé. C'est la même justice qu'il a laissée ici, là, qui est là, qui va le juger. Et il va aller dans la même prison qu'il a réservée aux Burkinabés qui ont subi ça depuis 27 ans qu'il était là. Et puis bon, c'est tout. Il n'y a pas de faux fuyant possible ici. Quelle pourrait être donc la suite selon ce qu'on regarde? La suite, elle est simple. Moi, je vois la suite très simple. Les mêmes arguments, parce que les arguments n'ont pas changé. Les mêmes arguments consistent à dire non, la justice burkinabé n'est pas indépendante, François Compaoré, sa sécurité n'est pas... Tout ça, ils ont déjà développé ça depuis tout le temps. Tout le temps que ça a suivi devant la justice française, c'est les mêmes arguments qu'ils ont développés, ça n'a pas prospéré. Ils vont les développer là-bas, ça ne va pas prospérer, il va venir s'assumer, c'est tout. D'accord. C'est pas plus que ça. Un autre élément qui porte à confusion, parce que quand vous voyez la position actuelle, la posture de Maître Sankara, qui est l'avocat, en fait, qui est un avocat dans le dossier et qui aujourd'hui est dans l'exécutif et tient des propos du genre déjà qui rejoint un peu ce que j'ai dit, une certaine opinion, ça fait quand même un peu mélange, parce que maintenant il est de l'autre côté,
l'exécutif. Et quand on me dit que la justice est indépendante, ces propos quand même tentent à influencer ou influencent. Donc ça, ce sont des incongruités du genre qui ne rendent pas une certaine visibilité. C'est des faux fuyants, c'est des faux fuyants. Maintenant, Kara, aujourd'hui, je crois que ça a été bien dit. Il ne travaille plus en tant qu'avocat. Il a donné son opinion en tant qu'individu maintenant. Son cabinet continue de gérer le dossier, mais lui, en tant qu'individu ministre, il peut donner son opinion. Ça ne lit pas le juge. Il reste un ministre quand même. Oui, il est ministre, mais c'est en tant que ministre qu'il parle. Voilà, c'est ça. En fait, il accrédite tout ce que je dis. Maintenant, je dis qu'il n'est plus avocat parce qu'il est ministre. Il n'est plus avocat dans le dossier, mais c'est peut-être son cabinet à la limite qui peut continuer de gérer le dossier. Il n'est pas dans son cabinet, j'imagine. C'est lui qui appelle Il sort, moi ce que j'ai compris, il sort en tant qu'individu. Tout le monde peut donner son opinion. Justement, la question ici. Ça ne veut pas dire que le juge est lié parce que M. Sankara peut dire en tant qu'individu. Justement, la question ici, c'est de dire, on est dans un état de droit où il y a la séparation des pouvoirs. Quand, par exemple, il y a un procès aussi important que celui-là, et qu'un ministre, ça aurait pu être un autre ministre qui n'a pas de lien passé avec le dossier et tout, qui se prononce déjà et qui tient des propos déjà. Est-ce que ça ne crée pas une ambiance politique? C'est un individu, tout le monde a... Mais il ne sait pas. Un ministre n'est pas un individu. En quoi ça doit influencer la décision du juge? D'accord. On a tous dit ici tout le temps que la justice est indépendante, non? Ou bien elle n'est plus indépendante aujourd'hui? D'accord. On s'entend dessus. Les gars. Voilà. Pour la vraie question, est-ce que la justice est indépendante au Burkina? C'est ça la vraie question. Et il faut répondre en regardant les faits. Les faits. Ça, tu ne peux pas dire ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore plus de 2 mois ici sur le même plateau, sur l'affaire Pazani, qui avait dit que la justice était indépendante, qu'on devait la suivre, non? Pourquoi aujourd'hui n'est plus indépendante? Soyez sérieux, soyez rigoureux. Je ne sais pas, je suis très content de savoir que tu me suis à toutes mes émissions. Non, je te suis parce qu'on était sur le même plateau ici ensemble ce jour-là. Mais voilà. je ne crois pas avoir dit dans l'absolu que la justice est indépendante. Si c'est ce que tu as compris, c'est bien dommage que ton intelligence reste à ce niveau. Parce que ça va être général. Ce n'est pas un fait. Je ne juge pas la justice sur un seul fait. C'est un ensemble de faits. Et vous aujourd'hui, M. Bama, vous dites que la justice est indépendante. Et vous dites que c'est la même justice que Blaise Compaoré a laissée. Donc, sous Blaise Compaoré, la justice était indépendante. Et pourquoi donc recuser le fait que cette justice-là a jugé, par exemple, l'affaire David Ourago, a totalement innocenté François Compaoré, et vous voulez qu'aujourd'hui, il soit condamné. Parce que vous avez dit que François Compaoré doit être condamné. Et c'est ce que vous avez dit. Ah bon? C'est ce que vous avez dit. Si on peut le prendre. Vous avez dit, dans votre première intervention, vous avez dit qu'il vient pour être condamné. Il vient pour être jugé? Non, vous êtes condamné. Bon, ok, si c'est le cas, ça peut être un lapsus, mais je reprends mon propos. Vous avez dit condamné. Pour faire face à la justice. Écoute-moi bien. Voilà. Il vient pour être jugé, et s'il est condamnable, il est condamné. Si j'avais dit ça auparavant, je reprends. Mon disait, c'est de dire qu'il vient pour être jugé. Merci. Je ne veux pas dire qu'il vient pour être condamné. C'est important que vous rectifiez cela. C'est ça l'opinion. Je ne suis pas sûr de l'avoir dit, Issaka. Pourtant, vous l'avez dit. Non, si je l'ai dit, c'est pour dire que... On va avancer. Non, oui. C'est pour dire qu'il vient pour être jugé, et s'il est condamnable, il est condamné. C'est ça. Curieux. On va avancer. Vous l'appelez de ce que moi j'ai dit il y a 3-4 mois, et ce que vous venez de dire à l'instant, vous oubliez ça. Bon, vous êtes quand même on va avancer. Je pense que l'idée de Bama, c'était de dire il va venir faire face à la justice. S'il doit être condamné, il sera condamné. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Moi, en tant qu'individu, il peut pas. Au regard des faits que moi je connais dans cette affaire-là, je le condamne. Moi, je le condamne, mais ça ne lit pas la justice. Moi, je dis viens pour être jugé et condamné. Parce qu'au regard de ce que je sais de ce dossier, il est condamnable. Ça, c'est moi en tant qu'individu qui le dis. C'est une opinion. Ça ne lit pas le juge. Bien sûr. Voilà. Alors, Lengani. Donc, vous voyez, vous dites que vous n'avez pas dit, vous dites que vous avez dit maintenant. Ok. Vous êtes vraiment je très te dis que Lengani, on va continuer sur le sujet. Mon idée. Lengani, aujourd'hui, tu vas l'avoir compris. Ok, Bama, le dossier est aujourd'hui à un autre niveau. Le Conseil d'État français a pris la décision de l'extradition. Et l'appel disons, la saisine donc, des avocats de François Compaoré a fait que suspendre pour le moment cette extradition en attendant une décision de la Cour. Les arguments qui sont avancés sont les mêmes qui sont avancés devant les juridictions françaises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer entre-temps, concrètement? D'abord, je vais répondre à votre première question. C'est l'indépendance de la justice. Ça, je tiens à le dire. Et les faits sont patents. Qu'il y a, comme l'a dit Voukouma,
des faits qui peuvent amener à douter d'un certain nombre de situations. Parce qu'il y a des cas. La justice indépendante sur les papiers, dans les faits, etc., on peut assister à autre chose qu'à l'expression de l'indépendance. Comme on dit très souvent, il y a les textes, il y a l'application des textes. Si les textes rendent le juge indépendant et que le juge lui-même refuse d'assumer son indépendance, ça c'est autre chose. Or, les faits sont là patents qui montrent qu'il y a des moments où cette justice-là, en tout cas ceux qui sont chargés de la rendre, refusent, en tout cas s'abstiennent d'être indépendants de tous les bords de pression. Et comme on l'a dit dans ce dossier, qui est vraiment très emblématique, il y a une certaine opinion qui a déjà jugé et condamné sur la base de faits qu'eux seuls connaissent. Sinon, les faits tels qu'on les connaît, qui a été connu par la commission d'enquête indépendante à l'époque de la justice indépendante de Blaise Compaoré, a innocenté effectivement. Mais aujourd'hui, on assiste à des témoignages qui sont fabriqués. Des témoignages qui sont fabriqués pour incriminer François Compaoré. On a connu, je pense, deux ou trois témoignages de ce genre-là qui, effectivement, incriminent Blaise Compaoré. Et même ce sont ces mêmes témoins-là, François Compaoré, ce sont ces mêmes témoins-là qui lui viennent pour dire non, il y a ceci ou cela. Est-ce que, quand c'est comme ça, et je suis concerné, est-ce que je n'ai pas le droit de craindre que la justice ne soit pas le dossier n'est pas encore jugé. Ce n'est pas encore devant un tribunal. Il se passe des juges non plus qui sortent ces témoignages et tout ça. Ça ne fait que ce sont les éléments du dossier comme ça. Parce qu'à partir de là, on peut déjà dire que la justice là, ne sera pas indépendante. Non, ce n'est pas des avis comme Obama. Non. C'est des gens qui ont déclaré devant le juge d'instruction que François a fait ça. Et ensuite, qui sont venus dire non, on m'a amené à le dire contre espèce sonnante et trébuchante, et que ce n'est pas vrai. Ça, c'est d'un. Et de deux, bon, on l'a évoqué tantôt, l'avocat principal qui a mené cette affaire-là, de début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, et qui n'est plus dedans, mais son cabinet est toujours dedans. Mais cet avocat-là, il a été vice-président de l'Assemblée nationale au moment où on a appris à la Chakanovitch toutes les mesures parlementaires pour lever, comme on appelle ça, la peine de mort, etc. Vous pensez que M. Sankara, qui était vice-président de l'Assemblée, n'a pas influencé pour qu'on fasse ça afin que François Compaoré puisse rentrer? Et aujourd'hui, ce même avocat-là est ministre. Vous ne pensez pas qu'il peut, même si son cabinet, on dit que c'est l'individu qui a parlé. Bon, l'individu, mais si par décence, et par intérêt pour l'affaire Norbert Zongo, par intérêt pour le Burkina Faso, est-ce que le cabinet ne pouvait pas se dessaisir au profit d'autres cabinets qui vont traiter sereinement l'affaire? Je termine, pour éviter, parce que le dossier est tellement sérieux. Je dis, comme l'a dit Bama, on est dedans, ça fait 23 ans et quelques, on n'a qu'à quitter dans ça. Les gens n'ont qu'à quitter les petits calculs. Quittez vos petits calculs. François dit que je crains pour ma sécurité à cause de... Mais remplissez les conditions. Puisque la justice est indépendante sous Blaise, il faut mettre les mêmes conditions aujourd'hui. Il ne faut pas faire autre chose. Et quand on parle, il y a des gens qui prennent des exemples, par exemple, que oui, voilà, on a jugé le procès de Poursuite ici, Gengere au juge de la chose. Mais quand les gens disent ça, mais je dis, mais quand même, pourquoi est-ce que les avocats même de l'État n'utilisent pas ces arguments-là? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le procès de Gengere n'a pas été un procès honnête. Ça n'a pas été un procès juste et impartial. Ça, on ne peut pas donner ça en exemple en Europe ou en France pour dire voilà, on a jugé Gengere comme ça, donc François va être jugé comme ça. Mais si vous faites ça, les gars vous disent non, si c'est ça, mais il ne vient pas. Parce que ça n'a pas été un procès honnête et sérieux. D'accord. Alors donc, maintenant, on est devant la Cour européenne. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire vraiment, c'est faire en sorte que les conditions soient réunies pour rendre justice. Pas la justice de certains qui sont au courant de certains faits peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont qu'à nous donner ces faits-là, on va tous juger ensemble. Mais il est évident que dans ces sortes de situations, le juge a des problèmes. Ça, il faut reconnaître, le juge a des problèmes pour être effectivement impartial et dire le droit sur la base des faits qui lui sont présentés. Oui, beaucoup. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que je pense que M. François Compaoré et ses avocats eux-mêmes se préparent au procès. Parce que quand vous voyez la lettre qu'ils ont publiée, François Compaoré dit lui-même qu'il est prêt à venir dans la dignité et répondre devant la justice. Ça a été publié dans leur courrier. Donc, je pense qu'ils ont compris que la démarche, la procédure là, arrive à son terme et qu'il y a très peu de chances
que le dossier soit bloqué encore pour des années. Donc, il se prépare certainement pour le fond, pour venir plaider sa non-culpabilité, son innocence. D'accord. Alors, mais ça, c'est une perspective. Oui. L'autre hypothèse aussi, c'est que si la Cour européenne va à l'encontre de la décision du Conseil d'État français, il se passe quoi? Mais si la Cour européenne dit qu'elle n'est pas convaincue que les arguments présentés par l'État français sont convaincants pour garantir le bon traitement de François Compaoré, bon, je pense que la procédure va prendre du temps et que la Cour européenne va juger maintenant sur le fond. Et là, ça peut prendre, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'est ce que, en tout cas, les spécialistes du droit m'ont expliqué. Mais on n'en est pas là. À mon avis, ce qu'on m'a dit, c'est que ça devrait aller vite. Peut-être dans 2-3 semaines, la Cour européenne va se prononcer sur cette affaire-là et on saura si l'extradition autorisée par le Conseil d'État, le Conseil d'État français, sera exécutée ou pas. D'accord. Bama? Non, moi je dis que on a assez duré dans cette affaire-là. On n'a qu'à s'assumer, chacun n'a qu'à s'assumer. Comme Norbert Zongo aimait à le dire, quand tu es capable de dire tuez-le, quand le jour arrive de demander qui a dit de tuer, il faut être capable aussi de dire c'est moi qui ai dit de tuer. Donc que chacun assume ses actes et vienne répondre à la justice. S'il est innocent, il sera innocenté. S'il est coupable, il sera condamné. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, dans ce contexte qui est décrit ici, question de justice, mais question aussi de l'opinion politique qu'on ne peut pas ignorer totalement, est-ce que si M. François Compaoré était innocenté par une justice, par le tribunal, est-ce que ça passerait bien? Non. Est-ce que les gens seraient prêts aujourd'hui à accepter une décision de la justice qui dit François Compaoré n'est pas coupable? Citez-moi un seul dossier de justice dans ce monde-là où une décision a été rendue et ça a mis tout le monde d'accord. Ça a déjà eu lieu où? Nulle part. Aucune décision de justice n'a jamais fait l'unanimité sur cette terre-là. Donc, on va rendre une décision, que ce soit même, on n'a qu'à aller où on veut. On n'a qu'à aller même devant l'ONU, les Nations Unies. La décision qui sera rendue, il y aura toujours des gens pour la contester. Donc ça là, moi, il dit que arrêtons de tourner autour de la chose, chacun vient s'assumer et puis on va avancer. Parce que cette justice indépendante que tout le monde clame là, je ne sais pas où on va aller la trouver. Ce que tout le monde dessine ici avec des crayons et puis on gomme, on dit, ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Sauf qu'ici, on a un dossier, dans cette affaire, on a un dossier, on a une personnalité, on a une affaire qui n'est pas pareille aux autres affaires, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas la particularité du problème aussi? Non, la particularité, c'est quoi? Évariste? Non, moi, ça me fait sourire parce que quand on entend certaines personnes qui mettent les chevaliers, les habits de preux chevaliers, toujours en train de défendre le paragon de la justice et de la vertu, ça me fait rire. C'est vrai, Norbert, je l'ai connu, il m'a fréquenté. Sa mort m'a beaucoup fait mal. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, Cercle d'éveil a été créé au lendemain, en fait, à la suite. Donc, ce n'est pas parce que les gens crient ou parlent. Je dis que l'affaire est très grave. On doit savoir ce qui s'est passé. Mais je refuse qu'on fasse une vengeance parce qu'il y a beaucoup de complexité politique et tout derrière tout ça. Alors, créons les conditions nécessaires pour que les Burkinabés puissent avoir la justice. Oui, mais justement, ça, quelles conditions on va créer si, par exemple, on ne peut pas créer un tribunal spécial? Non, on peut trouver des modalités. On va juger au Burkina. Non, on peut trouver des modalités, c'est pour si on veut, mais pour qu'on sache la vérité. Moi, je suis contre la vengeance et des règlements de compte. Lengani, et puis Vokouma va reprendre la parole pour terminer. D'abord, pour justement reprendre les propos de François de Norbert Zongo, François n'a jamais dit de tuer Norbert Zongo. François ne l'a jamais dit. Et je mets au défi quiconque d'apporter une preuve réelle de cette éventuelle affirmation. François Compaoré n'a jamais dit de tuer Norbert Zongo. Et autant certains disent qu'ils ont des faits qui les permettent de penser ça, et moi, Lengani Issaka, je dis j'ai des faits matériels qui montrent que François Compaoré ne l'a jamais dit. Et ce n'a jamais dit dans son intention de voir Norbert Zongo mourir. Ça c'est clair. Bon, maintenant, chacun peut avoir son avis comme il veut. Mais je dis en même temps, comme l'a dit le docteur Évariste, c'est la vérité qu'on veut. Ce n'est pas le rocambolesque qui arrange le traitement de certains depuis
la mort de Norbert Zongo. Je l'ai dit, il y a des gens qui n'auraient jamais été quelque chose dans ce pays-là si Norbert Zongo n'était pas mort. Parce qu'ils se sont abreuvés de son sang, de son histoire. Ils ont fabriqué tout autour. Ils ont fabriqué du n'importe quoi pour vivre, pour exister. Ces gens-là ont besoin aujourd'hui d'une certaine justice pour justifier ce qu'ils ont fait comme horrible sur le dos du peuple, sur le dos de Norbert Zongo. Norbert Zongo a besoin de la vérité. Et la vérité, on doit créer les conditions. Comment on trouve cette vérité si on ne peut pas tenir un procès? Il faut tenir le procès. Avec le principal accusé. Comment on fait? Pas le principal accusé. Hein. Il y a en justice, en droit. Qu'est-ce qu'on reproche à François? On dit éventuellement qu'il est commanditaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Oui, mais ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais quand on regarde ce dossier, c'était un dossier à la limite François Compaoré. Si c'est devenu justement. Voilà, donc, et c'est ça qui n'est pas normal. Si François Compaoré n'est pas là, comment on va trouver cette vérité? Pourquoi est-ce que l'assassinat de Norbert Zongo, le dossier de Norbert Zongo, va devenir le dossier François Compaoré? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas François qui a été assassiné. C'est Norbert Zongo qui a été assassiné. La vérité doit être dite sur la mort de Norbert Zongo, pas sur la culpabilité ou non de François Compaoré. Disons la vérité, si on a la vérité sur la mort de Norbert Zongo, on saura qui est commanditaire, qui n'est pas. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, je pense. Et ensuite, je voudrais dire à notre justice, sur cette affaire, la justice a beaucoup de choses à se dire, a beaucoup de reproches à se faire. Parce que ce qu'on a entendu sur les faux témoignages, les faux témoins qui ont été accueillis par le juge d'instruction, mais dans un dossier, ce genre-là, quand même, on ne peut pas admettre ça. Et vous ne voulez pas que le monsieur, quand même, se sente en insécurité. Et j'ajoute qu'après l'insurrection, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour diaboliser François Compaoré? Quelle image on n'a pas vu traîner sur sa maison? Son domicile qui a été pillé. On a même tué des animaux venus badigeonner le mur et dire qu'il a tué des êtres humains. Vous pensez que dans ce contexte-là, ce monsieur-là peut dire « Je viens, la justice de mon pays est indépendante ?» Ses amis, beaucoup de ses amis ont été traumatisés dans ce pays-là. D'accord. Beaucoup de ces pays ont été traumatisés tout simplement parce qu'ils sont amis de François Compaoré. D'accord. Et moi, personnellement, qui vous parle en tant que journaliste, combien de fois j'ai été invectivé parce que je suis ami de François Compaoré? Merci les gars. On n'ignore pas tout cet environnement politique et de dossier. C'est pourquoi je dis, si on veut la vérité, cherchons la vérité. Ne cherchons pas à faire justifier à certains le fait qu'ils aient existé parce que François... D'accord. Merci les gars. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a eu une réforme de la justice qui a été faite sous la transition. Nous sommes le seul pays où le lien entre l'exécutif et le judiciaire a été coupé, net. Aujourd'hui, les juges sont indépendants. La justice est indépendante. Maintenant, si les juges ne sont pas indépendants, ça, c'est leur affaire. Ce n'est pas leur affaire, c'est bien sûr c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que les juges soient indépendants. C'est une façon de parler. Okay, voilà. Mais j'ajoute, je finis. Il faut que nous fassions quand même confiance à la justice de notre pays. Ou bien, on ne fait pas confiance et à ce moment-là, on va créer une société de justiciers. Ou bien, on fait quand même confiance à une justice qui est là depuis longtemps. Les juges qui sont là, ce n'est pas une génération spontanée. Ils sont là depuis longtemps. Avec toutes les tares, tous les handicaps et puis les qualités qu'ils ont. Donc, ce dossier-là, c'est un dossier qui intéresse la justice burkinabé, qui doit être jugé par la justice burkinabé avec toutes ses insuffisances. Le procès du putsch, on peut dire ce qu'on peut dire. Moi, on l'a suivi de près. Chacun peut avoir son idée dessus, mais on ne peut pas dire que la défense n'a pas eu tout le droit, toute la liberté pour défendre les clients. Ce que j'attends de François Compaoré, c'est exactement la même chose. On va continuer le débat. On va laisser dire ça. On va continuer. Il y a des avocats. On n'est pas au procès du push. On n'est pas au procès du push. On parle de l'affaire Norbert Zongo et François Compaoré. On va continuer sur ça. Moi, ce que j'attends... Le dossier du push est en appel. On va attendre que l'appel se fasse. Ce que j'attends, c'est que François Compaoré bénéficie de tous les droits pour sa défense. Et que ses avocats puissent le défendre en toute liberté, avec toutes les garanties, et que la justice soit connue. Merci beaucoup, Ma. Non, je ne peux pas ne pas réagir. Bon, vraiment une seconde. Parce que après ce que Isaac a raconté, il doit réagir forcément parce que c'est très simple. Norbert Zongo, en disant que quand tu as le courage de dire tuez-le, quand le moment vient, il faut assumer ce qu'on a dit.
Il n'était pas encore tué d'ailleurs. Il ne peut pas dire que c'est lui. Donc, il devait comprendre tout simplement que c'est une façon de parler. Quand on a le droit de dire tuer-le, c'est une façon de parler. Maintenant, la meilleure façon de nous de partager, c'est la justice. Lui, il est dans son coin, il jure que François Kompa n'a rien à voir dedans. Moi aussi, je jure dans mon coin qu'il a quelque chose à voir dedans. On va rester dans ce cas à la fin. La justice va trancher. Venons devant le juge et il va trancher. Merci. Je dis que le juge a peur de toi. Merci. Peur de qui? Le juge a peur de toi. On passe au second sujet. Cette histoire de justice qui doit se regarder dans ça. Mais on a vu aussi si cette affaire de témoins qui ont été instrumentalisés par le même François Compaoré pour venir bouiller le justice. Merci. On a vu ça aussi. On aura l'occasion, on va en parler toujours parce que les téléspectateurs qui vont appeler, les témoins ont été instrumentalisés par ce les mêmes sujet gens pour vont nous permettre de revenir. Lesquels? Voilà, merci. Les gars, on parle de CENI maintenant. On parle de la CENI maintenant. On est passé à autre chose. Les gars, on est passé à la CENI maintenant. Merci. Merci. Les gars, Isaka. Il a été aussi instrumentalisé par François aussi. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'on peut passer au second sujet? Son premier geste était d'appeler François pour dire qu'il a fait le travail. Merci, Lengani, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Merci à vous deux. On va continuer. On reviendra sur ce sujet. On reviendra sur ce sujet avec l'appel de nos intervenants de l'extérieur. On pourra toujours revenir sur ça. On va continuer pour parler de la crise, cette crise qui a en tout cas fait au moins peut-être un bout de temps à la CENI, liée au renouvellement du bureau donc, de cette CENI. On a su, c'était avec l'affaire du chef coutumier et puis avec l'opposition qui avait boycotté le processus de mise en place du bureau. Aujourd'hui, on va dire que la crise est finie. Le bureau a été mis, Élisée Ouedraogo, donc ancien commissaire sous la bannière de l'Église catholique, a été élu suite au retrait de Saounaba, donc candidat par le passé de la chefferie coutumière. Mais on va rappeler aussi que quand même, il y a eu une intervention du chef de l'État pour dénouer cette crise-là. Évariste Fassin-Concebo. Si on doit dire que la crise a atteint son épilogue, que c'est terminé, cela nous le devons donc à l'intervention, à la médiation donc du chef de l'État, qui lui-même, je pense, s'est exprimé là-dessus. Il a dû intervenir devant donc, comment dirais-je, la durée de la crise et les dangers que ça comportait pour fragiliser donc le paysage institutionnel de notre pays. Donc il a dû certainement négocier, demander que le Saounaba ne soit pas donc candidat. Mais le compromis était qu'il reste commissaire, mais il ne sera pas candidat. À la suite de quoi donc nous avons vu donc. Mais ça aussi, il y en a qui estiment que le chef de l'État n'avait pas joué ce rôle. Ça, on juge, ça c'est des avis, mais rien n'interdisait aussi au chef de l'État d'entreprendre une telle médiation. Peut-être que c'est moral, si interdiction il devait y avoir. Mais si on veut regarder, ici on a débattu plusieurs fois sur la question, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on reproche aux coutumiers, puisque moi je ne vois pas en quoi est-ce que le fait que quelqu'un d'autre issu d'une composante religieuse puisse garantir, comment dirais-je, la transparence à la tête de cette structure-là qu'un coutumier. Moi je ne vois pas du tout. Ça il faut aller me démontrer scientifiquement en quoi. Je ne vois pas. Donc maintenant je me demande qu'est-ce que les gens en fait ont à reprocher à la chefferie coutumier en fait au point vraiment, c'est un harcèlement, il faut le dire. Les gens se sont harcelés carrément sur la personne. Bon, qu'à cela ne tienne, que si c'est pour la paix et puis la cohésion, pourquoi pas, il s'est retiré. Mais bon, touchons du bois et espérons que la structure sera plus transparente. Mais parce qu'il prête serment, quand vous reprenez le serment, chacun jure en fait d'exercer ses fonctions en toute intégrité, objectivité, probité, en s'abstenant. En fait, il coupe le lien de l'engagement partisan. Donc, ils sont liés par leur serment. Donc, en fait, c'est un faux débat qu'on a mené. Ils ont prêté serment. Reprenez le contenu du serment. C'est à partir du moment où vous prêtez serment. Si maintenant, à partir du moment où quelqu'un a prêté un serment, et il pose des actes contraires, là, maintenant, on peut en débattre. Et puis, mais là, je ne sais pas. Alors, Dama, la crise est finie. Le président du FASO est intervenu pour mettre fin à cela. Il a expliqué qu'il a rencontré donc, le Moro Naba, donc, pour en discuter, obtenir le retrait de la candidature. J'avoue que depuis le début, cette affaire de crise à la CENI, je ne me suis pas du tout intéressé parce que tout ce qui est
de la CENI depuis un moment, moi je trouve que c'est tellement dégoûtant, tellement rebutant que depuis que ça a commencé, je n'ai vraiment pas prêté attention à ça. Je dis dégoûtant pourquoi? Parce que voilà une institution qu'on dit, par essence, devait être en tout cas assez société civile, apolitique. La société civile qui devait imprimer en tout cas la marche à cette institution-là. Mais quand on regarde, c'est le politique qui a toujours tout déterminé. Même dans cette présente crise, la fin c'est quoi? C'est le président, finalement, qui vient pour remettre les pendules à l'heure. En quoi faisant? En s'entendant encore avec l'opposition, le chef de file de l'opposition et le chef de file de la majorité. C'est eux qui s'entendent, qui voient que le Moro n'a pas intervenu. Et bon, c'est eux qui déterminent la marche à imprimer à cette institution-là. Je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dedans et ça fait que c'est un débat qui, moi, ne m'a jamais intéressé, cette histoire de CENI-là. Il n'y a jamais eu de vérité dedans. Et ce n'est pas propre au Burkina, partout, c'est tous les jours comme ça. Le politique a toujours tiré les ficelles en sous-main. La CENI n'a jamais été indépendante. Et ça, c'est dégoûtant. Moi, ça ne m'intéresse pas comme débat, franchement. Mais indépendant, quand on le dit aussi, ça pourrait dérouter les uns et les autres. Les élections qui sont faites par l'ensemble des composantes qui sont liées. L'opposition à la CENI, la majorité à la CENI, avec égal nombre de membres, 5-5, et la société civile dans cette diversité également. Comment on peut dire que cette CENI n'est pas indépendante? Quelqu'un a dit que ce qui est mauvais dans la loi, c'est qu'elle ne peut pas parler. On peut l'entuber comme on veut, excusez-moi du mot, mais elle ne peut pas parler. On peut tout faire avec la loi. C'est ça le problème. On dit non, et le problème, le Naba là, c'est quoi? C'est quoi? On dit qu'il y a la société civile. Mais pourquoi les gens ne veulent pas de lui? On a vu tout ce qui s'est passé. Les vidéos sont là qui montrent que ce monsieur, il est tout sauf société civile. Il est foncièrement politique. Il est engagé. Il est partisan. Voilà le problème qui est posé. Et tout ça, c'est ça qui fait que la CENI, on ne peut jamais avoir un débat sain dedans. C'est toujours de l'hypocrisie, les gens trichent avec les autres. Et puis bon, voilà, moi je trouve que ce n'est pas sain comme débat. D'accord. Voilà. Voguma? Oui. Bon, il y a déjà eu un cafouillage au niveau de la FAIB, la Fédération des associations islamiques, qui ont reconduit le mandat de Newton Barry comme leur commissaire. Apparemment, avec les autorités coutumières, ce n'était pas bien attendu, puisque c'était autour de l'autorité coutumière de désigner son candidat pour être président. Mais en reconduisant le mandat de Newton Barry, ce n'était pas pour qu'il vienne être simple commissaire. Tu ne peux pas avoir été président de la CENI pour devenir simple commissaire, ça n'a pas de sens. Bon, donc, apparemment, déjà là, il y a eu un cafouillage, un quiproquo malheureux. Donc, ils ont dû se reprendre pour trouver un autre commissaire à la place de Newton Barry. Et puis là, on est tombé sur la récusation que l'opposition a formulée contre le Sao Naba. Déjà que, je crois que le Sao Naba lui-même ne nie pas qu'il ait battu campagne. Je veux dire, il y a les images, il y a les éléments, c'est pas quelque chose de contestable. Maintenant, l'opposition a maintenu qu'il fallait absolument que, dans le consensus qui avait été trouvé, pour que la présidence revienne à chaque fois à la société civile, considérée comme neutre. C'est le consensus qui est comme ça, considéré comme neutre. Puisque quand on est opposition, on est marqué, et quand on est majorité, on est marqué. Mais société civile, on se dit que lui, il n'est ni pour l'un ni pour l'autre. C'est le consensus qui a été obtenu. Donc, c'est comme ça. Donc, présidence, la CENI, c'est toujours société civile. Bon, l'opposition dit que ce monsieur Sao Naba a fait campagne ouvertement, et il y a les images qui le prouvent. Donc, il n'est pas neutre, il est partisan. On a voulu entraîner l'opposition dans un procédure judiciaire, tout ça, qu'elle a esquivé, avec délicatesse d'ailleurs, parce que ce n'était pas un procès contre les autorités coutumières. L'opposition a bien dit, c'est le candidat Sao Naba que nous recusons. S'il y a une autre personne que les autorités coutumières proposent, il n'y a pas de problème. Donc, mais je pense que dans cette affaire, on a assisté à une confrontation de valeurs. Vous voyez, les autorités coutumières ont maintenu leur candidat Sao Naba. On fait confiance à notre candidat, à notre commissaire.
je vous le présente, c'est lui qu'on a choisi pour être président. On ne revient pas en arrière. Évidemment, le président a dû intervenir et je pense qu'il a bien fait d'être intervenu parce qu'on allait tomber dans un vide juridique là, le 31 juillet. Et le compromis qui a été trouvé permet de sauver un peu les meubles. Et en attendant septembre, puisque le président a annoncé qu'en septembre, on devrait trouver des solutions définitives à cette crise-là. Peut-être que Saouna sera nommé quelque part, ou en tout cas sera dans une posture incompatible avec son statut de commissaire à la CENI. Donc, il n'y avait pas d'incompatibilité juridique. Hein? Non, je n'ai pas dit qu'il y avait une incompatibilité juridique. Ça suppose quoi que le Saouna va peut-être appeler à d'autres fonctions qui, du coup, rendre sa position à la CENI incompatible. Voilà, c'est une hypothèse, okay. C'est une hypothèse qui n'est pas totalement farfelue. Voilà, donc, c'est bien possible. Et là, voilà, on va revenir à une situation... Ce sont les secrets du bois sacré. Non. Bon, je suis un ignorant. Journaliste, d'accord. Je suis un ignorant. D'accord. Donc, c'est bien possible. Donc, et là, ça nous permet quand même de sauver les meubles et de faire fonctionner la CENI, et qui doit quand même, dans le timing qui reste pour organiser les élections municipales, doit se mettre rapidement au travail, parce que moi, j'avais rencontré Ahmed Newton Barry, et le timing qu'il m'avait montré pour que les élections puissent avoir lieu en mai, on est en retard aujourd'hui. On est en retard aujourd'hui. Donc, il faut que cette CENI-là se mette au travail rapidement, et que, bon, ça c'est aussi le travail dans notre pays, l'équipe qui arrive doit prendre quand même ce qui est bien dans ce que l'équipe sortante a laissé, notamment la révision du fichier électoral, là, les procédures qui avaient été proposées pour réactualiser de façon permanente le fichier électoral. Je pense que ça, il ne faut pas jeter ça du revers de la main. Ça peut contribuer à accélérer les choses. Mais l'équipe qui viendra travaillera sur la base de ce que l'opposition et la majorité arrêtent. C'est la classe politique qui décide des choses. C'est pour ça que j'ai dit... Le code électoral ne va pas travailler à dehors. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit il y a des acquis qu'il faut toujours conserver. L'équipe qui vient ne peut pas balayer tout comme ça et puis se mettre à travailler comme si de rien n'était. Voilà. Quand on le dit comme ça, sauf pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la CENI, mais on ne peut pas balayer un acquis à la CENI. Si le fichier est déjà fixé, vous ne pouvez pas venir enlever le fichier pour mettre un autre fichier. Ce n'est pas possible. Les gars, dans la relation de vous, moi je voudrais ajouter une autre crise qui n'a pas mentionné. Lorsqu'il a fallu donc élire le président, il y a eu une autre crise qui est née là-bas, à savoir qu'on s'est retrouvé pour une fois avec 2 candidats de la société civile. Est-ce que ça, c'est une crise? C'est une crise parce que, bon, vous êtes journaliste comme moi, vous savez... C'est un choc d'ambition, c'est pas une crise. Justement, quand les... C'est une crise. Oui, c'est une crise. Et puis, bon, moi, c'est surtout, de toutes les crises-là, moi, c'est surtout celle-là qui m'amène à dire que la CENI n'a plus de raison d'exister au Burkina Faso. Je suis catégorique. La CENI n'a plus de raison d'exister. Pourquoi? Voilà des gens qu'on dit apolitiques, neutres, qui s'engagent pour être arbitre en 2 camps afin que la nation puisse avancer dans des élections. Et pour désigner le président, ils sont incapables d'arriver à un consensus. Moi, c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est impardonnable que la société civile ait été incapable, dans 5 personnes, de trouver un consensus pour qu'un dirige. Ça veut dire que les gens qui sont, en tout cas ces 5 qui sont présentement au niveau de la CENI, sont tous sauf pour les intérêts du peuple. Alors, mais ils travaillent pour leur, je mesure mes mots, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Est-ce que le dit, c'est pas jeter en pâture des personnes qui ont agi selon les règles? Est-ce que 4 personnes ou 5 candidats, s'il n'y a pas un consensus, on part aux élections? Le code électoral est clair. Il y a le principe de l'élection est inscrit dans le code électoral. C'est ce qui a été fait. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, M. Loukman. Puisque la société civile, c'est ça, hein, est incapable de trouver un consensus entre elles, donc elle quitte la CENI. Il n'y a plus de raison qu'elle soit là. Et majorité opposition, si vous le trouvez, si vous n'entendez pas, qu'est-ce que la loi dit? On vote ou bien?
on vote. Si c'est 5-5, on n'a qu'à tirer au bâton si vous voulez. Plus âgé. Si vous voulez. Mais moi, je crois que, moi, de mon point de vue, de toutes les crises-là, c'est cette partie-là qui, moi, m'énerve le plus. Et je trouve que c'est irresponsable de la part des commissaires n'être pas arrivé à un consensus entre eux et d'avoir été obligé de passer à un vote. Surtout quand on sait que ce qu'on nous a dit, c'était autour des coutumiers d'être chef, d'être président. Mais si les coutumiers se désistent, en principe, en toute bonne logique, ceux qui doivent dire, bon, comme ce n'est pas nous, nous vous proposons un tel. Et normalement, le consensus devait se trouver autour d'eux, puisque ce n'est pas une affaire de diplôme, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de CV, rien. Bon. Et même ça même, si le débat se pousse, moi je me dis, mais finalement la CENI là, c'est une vaste escroquerie politique. Je suis d'accord avec... Oui, c'est une vaste... Et je vous dis, pourquoi, si je peux continuer. Une seconde. Oui, juste une seconde. Je dirais, mais dorénavant, il faudrait que chaque composante de la CENI nous dise comment elle désigne son représentant. Il faut que tous les citoyens burkinabés, tous les musulmans par exemple, soient en égalité pour prétendre au poste de commissaire au nom de la communauté musulmane dans la CENI. Et la FAIB doit organiser ça de manière claire pour que chaque musulman puisse être candidat s'il veut. Et qu'il connaisse les critères qu'il faut réunir. Il ne faut plus que ce soit des petits arrangements entre petits copains. Mais ça c'est une affaire interne au Attends, non, je parle pas Est-ce que ce n'est pas au cours... Je prends l'exemple des musulmans, mais c'est valable pour tout le monde. Lengani, est-ce que la solution n'est pas au niveau du code électoral qui peut demander, qui peut imposer des normes pour le faire, au lieu de demander que ce soit un règlement dans les... On ne trouvera jamais assez de normes pour exclure les intrigues politiques, parce qu'ils viennent de toucher un problème de fond. Parce qu'au fait, même quand vous regardez toutes les composantes, nous appartenons à la société civile, mais je peux vous dire que les mécanismes de désignation sont tout, sauf vraiment la transparence. Non, il y a beaucoup d'influence politique. Donc finalement, la CENI, ça devient un machin, puisque c'est un centre d'intérêt, il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est vraiment être hypocrite que de penser que le politique va se mettre à l'écart, croiser les bras et puis regarder. Non, le politique influence. Donc c'est une institution éminemment politique, il faut le dire, qui tend de l'hypocrisie. Sinon, il y a des influences politiques, ça il faut le dire. C'est en cela, mais tout ça, en quoi ça gêne la gestion d'un processus électoral de façon à ce que la compétition se déroule dans les règles de l'art et que chaque parti c'est collégial, non, est-ce qu'il y a un problème à ça? Non, ils se mettent non, mais puisque le débat qui était fait là, c'est dit que tel est politique, l'autre ne l'est pas. Non, ils sont tous politiques. Même ceux-là qu'on désigne comme étant la société civile sont politiques, ils ont été là sous influence politique. Non. Oui. D'accord. Je pense que la CENI, sous ce format-là, est en fin de vie. Oui, ça c'est clair. En fin de vie, il faut penser à autre chose. Parce que, bon, ça a été dit, même ceux-là qu'on présente comme étant de la société civile, donc neutres, ils ne sont pas neutres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une rivalité, encore une bagarre à l'intérieur de la société civile, qui est, théoriquement, qui est la structure qui fait le lien entre la famille et puis l'État. C'est ça. D'accord. Alors, mais c'est ce que vous dites là. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop, n'exagérez pas un peu trop, parce que la compétition au sein de la société civile a toujours existé depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça a été ainsi. Mais les processus électoraux qui ont suivi n'ont pas suivi ces effets-là. Les règles de désignation des représentants de la société civile. On peut en discuter sur les règles de désignation. Voilà, ne sont pas essentielles. Donc, dans l'opposition comme la majorité, c'est simple. Le chef de l'opposition, enfin, le président du parti qui a le plus de députés peut décider, comme le président du parti de la majorité peut décider. Donc, finalement, c'est une question d'ambition, parce que même à la majorité, comme à l'opposition, les désignations aussi, ça grince des dents. Est-ce que c'est un phénomène tout simplement lié aux ambitions des uns et des autres? Et je suis heureux que finalement tout le monde me rejoigne sur ce que je disais. C'est ça. Surtout, je vois que mon esclave, il est un peu maintenant intelligent, il me rejoint, il comprend maintenant les choses. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que, en réalité, c'est une hypocrisie. Les gens ne sont pas sincères avec eux-mêmes.
Tout simplement parce qu'on ne veut pas jouer un jeu politique sain. On ne veut pas être honnête dans le jeu politique. Chacun veut tricher. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que la CENI soit vraiment indépendante. Toutes ces transactions qu'on voit entre les politiques, c'est parce que chacun est sûr qu'il faut avoir ces hommes là-bas, que l'institution ne soit pas vraiment indépendante. Pourtant, ça nous permet de tricher au moment venu. Pourtant, la CENI a organisé des élections pour lesquelles on n'a jamais eu des crises du genre l'opposition dit que c'est pas bien, etc. Même s'il y a des choses. Il n'y a pas de crise, ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé. On a vu avec Maître Kéré a fait des élections. Maître Kéré avec des élections en 2010, Michel Tapsoba, c'était tout sauf un scrutin vraiment sain. D'accord. On a vu ce qu'il y a eu comme achat de conscience, les enveloppes qu'on a distribuées la veille des élections et tout ça. Mais ça, c'est pas la CENI. Non, je parle de ça. Je parle de la sincérité des gens dans cette histoire d'élection. Merci Bama. Merci Bama. On termine avec le sujet ivoirien. La rencontre de Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara annoncée a eu finalement lieu. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire? La réconciliation en Côte d'Ivoire en marche, Bama? Oui, Alassane Ouattara Gbagbo qui se retrouve, qui rit aux éclats, tout le monde. L'image était vraiment jolie à voir. Sauf que quand on regarde tout ce qu'il y a eu comme perte en vie humaine pour en arriver là, souvent on en vient à se demander pourquoi tout ça pour ça. Mais en dernière lecture, quand moi je regarde, celui qui tire le meilleur profit de tout ça, c'est bien Gbagbo. Parce que quand je regarde, ne serait-ce que le petit temps qu'ils ont passé devant la presse après leur entretien, ce qui a été dit là-bas, Gbagbo était l'homme qui était le plus à l'aise, qui a même dit qu'il a eu à donner une liste à Ouattara de gens de prisonniers qu'il doit libérer. Et ça m'a fait sourire un peu quand j'ai vu la réaction de Ouattara qui n'a même pas fait cas de ce que, pourtant c'était ça un élément important de cette rencontre-là, un élément en tout cas intéressant sur lequel il aurait dû se prononcer, mais il a éludé cette question. Ça m'a fait sourire. Et du coup, ça me laisse aussi voir aussi toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir derrière ces genres d'images qu'on peut donner à voir, alors qu'au fond, il n'y a pas grand-chose qui va peut-être sortir de là. On attend de voir peut-être la suite, après cette rencontre, ce qui va se faire sur le terrain en termes de gestes allant vers la réconciliation et en tout cas la concorde au niveau de la société ivoirienne. On attend de voir. Moi, je crois que... Analyse je crois que c'est un processus qui est engagé effectivement pour essayer de coller les morceaux du tissu social et politique ivoirien qui était vraiment lambeau. C'est un geste très fort qui doit apaiser surtout les extrémistes de chacun. Dans ces situations, le drame ne vient pas de la majorité, mais le drame vient de certaines minorités qui s'accrochent soit à des principes, soit à des ressentiments. Et donc, je pense que les deux chefs, effectivement, indiquent la voie. C'est vraiment dommage qu'il ait fallu 36 000 morts pour arriver. On aurait pu économiser tous ces 36 000 morts. Quand même, 36 000 morts, ce n'est pas 3 000 morts, quand même. Depuis la première crise en 2002, je crois que, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je félicite les Ivoiriens, je les encourage à aller de l'avant et à effectivement trouver des solutions parce que tout n'est pas réglé pour autant avec cette rencontre. Étant entendu que j'ai rencontré des gens qui jusqu'à présent sont convaincus que Gbagbo a un couteau derrière le dos et qu'il va jouer un sale tour à l'autre. Et j'ai dit mais non, avec l'âge qu'il a, avec les problèmes qu'il a eus, il m'étonnerait qu'aujourd'hui Gbagbo cherche des noises à Alassane. Il cherche plutôt à terminer sa carrière politique, à terminer éventuellement sa vie. Et je crois qu'il va commencer par mettre l'ordre dans son parti. Parce que là aussi, c'est un véritable champ de ruines, ça tire dans tous les sens. Et ça, ce ne sera pas une mince affaire même déjà pour lui. Évariste Konsebo, on va lire ici les propos de Gbagbo qui dit que je suis venu rendre visite au président Alassane, que je connais depuis longtemps. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux parce que c'était très détendu. Je suis fier de cela. J'ai souhaité que nous puissions avoir ce genre d'entretien qui détende l'atmosphère dans le pays. J'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise 2010-2011 et qui sont encore en prison. J'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, j'étais leur chef de file. Moi, je suis dehors aujourd'hui et eux, ils sont en prison. J'aimerais que le président fasse tout
à ce qu'il puisse les libérer. Non, ça c'est Gbagbo. Hein. Vous savez, l'homme a toujours eu un franc-parler. Il vient avec une revendication. Non, ça c'est une doléance. C'est du Gbagbo. Mais je pense qu'Alassane aussi, ils se connaissent bien. Il a bien utilisé le terme amical et fraternel, ce qui veut dire beaucoup de choses. Mais moi, en fait, je suis resté vraiment, comment dirais-je, marqué par la figure de l'homme qui vient de faire 10 années de prison. On se rappelle dans quelles circonstances il a été arrêté et jeté dans les joies donc, de ces pays, et qu'il revienne et qu'il rencontre donc celui-là même qui l'a envoyé de l'autre côté. Bon, ça c'est aussi, il m'a montré quand même, c'est là il a révélé un peu sa statue de grand homme politique en fait. Et vous voyez, il ne se soucie pas que de lui, il se soucie des autres. Parce qu'il dit bien que maintenant il plaide pour les autres. Parce qu'effectivement, ça pose problème que lui, en tant que leader, c'est ça le leader, il défend les autres. Et je pense que le fait que Alassane n'ait rien dit ne veut pas forcément dire qu'il ne va pas accéder. Mais c'est vrai qu'il est le chef de l'État, mais il y a des formes. Tout chef de l'État qu'il est, il ne peut pas prendre une décision immédiatement pour libérer des prisonniers comme ça. Mais je pense que c'est un processus et qu'il a entendu le message et que certainement qu'il verra comment faire pour mettre la forme. D'accord. Alors, Foukouma, je prends la déclaration de Ouattara ici qui dit « Nous sommes convenus de nous revoir de temps en temps, certainement après le mois d'août, pour continuer cet entretien et associer le moment venu d'autres personnes. Il est important que les uns et les autres comprennent que nous avons décidé qu'il est important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, qu'ils se fassent confiance également. Les événements ont été douloureux, il y a eu trop de morts, nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, la cohésion, la réconciliation. » Oui, mais alors, c'était un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Oui, bon, est-ce que Ouattara pouvait ignorer indéfiniment la présence de Laurent Gbagbo qui est revenu en Côte d'Ivoire? Non. Voilà quelqu'un qu'on a envoyé, accusé de crimes contre l'humanité et qui revient propre par la justice. Il revient, bon, il y avait le choix, soit le mettre en prison pour les 20 ans qu'il a pris dans la casse de la BCEAO. Et en ce moment-là, le pays était à feu et à sang aujourd'hui, ça c'est une évidence. Ou bien, se dit, ce monsieur-là, il faut composer avec lui. C'est un acteur incontournable, je ne peux rien faire que je ne sais pas qui a demandé à rencontrer qui, mais mon petit doigt m'indique que certainement l'initiative est venue de la présidence. Donc, ça arrange aussi Ouattara que Gbagbo ait joué le jeu. Et quand on se rappelle d'ailleurs aux dernières élections législatives, les membres du FPI, les candidats du FPI ont été candidats à l'élection présidentielle. Son fils lui-même a été élu député. Donc c'était déjà un signe de décrispation entre les deux. Maintenant, il reste la troisième personne qui est Henri Konan Bédié. C'est-à-dire il faut que ces trois-là... Mais le président Ouattara dit qu'il faut associer d'autres personnes. Oui, c'est tellement que Bédié va rejoindre. Je pense qu'il fait allusion à Bédié. Et ce sont ces trois personnages-là depuis 30 ans qui font et défendent la vie politique en Côte d'Ivoire. Les hauts et les bas, ils sont tous les trois responsables ou même coupables de ce qui s'est passé. D'accord. Absolument. Ah oui. Merci beaucoup. On va prendre notre premier téléspectateur. Monsieur Kwanda qui appelle de Nyangologo, très loin d'ailleurs, sur l'affaire François Compaoré. Monsieur Kwanda. Monsieur Kwanda? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci, nous vous écoutons, Monsieur Kwanda. Oui, s'il vous plaît, voilà, je voulais intervenir par rapport au programme François Compaoré. D'accord. Voilà, donner aussi mon opinion. Non, vraiment, nous, Burkinabés, moi je suis à Nyangologo. Nous, vraiment, nous voulons vraiment une justice, quelque chose de parfait. On veut vraiment une vérité. La vérité qui vient vraiment des faits qui se sont passés. Bon, si aujourd'hui, nous voyons en France, là-bas, on ne voit pas qui va aller à l'encontre des décisions de François, de Macron. Macron qui est venu à Ouagadougou déjà dit que je vous promets que je vous envoie François Compaoré ici. Donc, c'est déjà bâclé en France. Moi, ça me surprend que des journalistes sur le plateau vraiment disent que la justice est parfaite.
par rapport à ce problème, alors que c'est d'autres problèmes, pour eux-mêmes leurs problèmes, la justice n'est pas parfaite. Vraiment, c'est décourageant. Nous voulons vraiment que, si vraiment la justice a des preuves et a tout vraiment sur ce dossier-là, au lieu d'attendre François, ouvrez vraiment commencer à juger. On peut condamner par contumace. Au lieu de dire non, on attend quelqu'un, on attend un instigateur, quelqu'un qui a instigé, on n'a même pas l'assassin, on ne sait pas qui est qui. Jusqu'à présent, c'est une vérité, c'est une vérité. C'est comme si c'est François qui va venir nous dire qui j'ai envoyé pour aller faire. Jusqu'à présent, il nie qu'il n'a pas fait. Bon, vraiment, c'est décourageant si on voit ce genre de cas. C'est comme si le président ivoirien va nous dire, viens ici, nous promet que je vous envoie Blaise Compaoré. Bon, à ce moment, on ne va pas dire que non, nous avons une vérité sur quelque chose. Bon, c'est tout mon opinion. Merci M. Kwanda, pour votre intervention. Oui, réaction sur le plateau, oui. Je pense que ce qu'il dit là n'est pas faux, c'est même fondé, parce que on peut boucler l'instruction du dossier et pourquoi pas le juger même, mais faire prononcer des condamnations par contumace. C'est possible. Parce que bon, si au cas dans l'absurde, au cas où François Compaoré ne viendrait pas, pourquoi ne pas donc aller au procès? Parce qu'il y aura des débats, quand la justice, ou disons quand l'État burkinabé aussi le fait, est-ce que ce n'est pas aussi en faveur de l'accusé, François Compaoré? Ce n'est pas forcément en faveur, parce que si ce n'est pas contumace, la peine en contumace est double, hein, elle est lourde. Bien sûr, mais est-ce que mais au moins ça aura l'avantage qu'on aura des éléments. Le procès va se tenir, il y aura des échanges, il y aura des débats, il y aura des éclaircissements. Au moins, on saura le contenu du dossier. Il y aura un goût d'inachevé. Mais au moins, on aurait fait le procès. Non, mais je veux dire, le procès par contumace, c'est quand même ce qu'il y a de, c'est pas ce qu'il y a de préférable. Mais à défaut, que les personnes prévenues soient là. Mais à défaut. Non, mais bon, il faut qu'ils soient là. Une question que moi je veux bien qu'on se pose souvent aussi. Oui. À supposer que François Compaoré, au moment de l'ouverture de cette affaire-là, était au Burkina, n'était pas en France, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit qu'il n'allait pas les répondre. Il ne faudrait pas qu'il prenne ces circonstances favorables à lui, qui est qu'au moment où on ouvrait le dossier, il était hors du pays, et puis tout le monde s'agrippe à ça comme si c'était ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il a posé des actes, on lui demande de venir répondre à ces actes. Le fait qu'il soit à l'extérieur, ça ne veut rien dire. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse croire que non, le fait qu'il soit en France... Ça voudrait dire qu'on peut faire le procès. C'est pas ça le problème, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un problème qui est posé au Burkina, auquel on dit qu'il est mêlé, il n'a qu'à venir se défendre. C'est ça le vrai problème. Mais la question ici, c'est de dire, est-ce que si M. François Compaoré ne vient pas, est-ce que techniquement, on peut pas... Pourquoi il ne viendrait pas? Pourquoi il viendrait pas? Là, on dit qu'il est commanditaire. S'il est commanditaire, mais il y a des acteurs, il y a autres, le commanditaire, pas forcément... Donc, ceux qui sont là, on fait avec ceux qui sont là. D'accord. On prend notre second téléspectateur. On va prendre le second téléspectateur. C'est le même sujet dans tous les cas. Monsieur Oumar Touré appelle de Bobo Dioulasso sur l'affaire François Compaoré également. Monsieur Touré. Monsieur Touré. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en antenne. Je vous entends faiblement. Mais nous, on vous entend très bien. Allez-y. Alors, d'accord. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à vous. Sur la question François Compaoré, moi j'avais dit ceci, lorsque la question d'extradition s'était posée pour la première fois, j'avais dit ceci, tant que François Compaoré aura de l'argent, eh bien, les procédures vont s'étaler en longueur parce qu'il est de la nature bourgeoise d'une justice d'être compatible avec l'argent. Et donc, la nature bourgeoise de la justice française n'étant pas incompatible avec l'argent, tant que François Compaoré en aura, eh bien, ça va s'étaler dans la durée. Est-ce que, j'avais posé la question, est-ce qu'il ne va pas, on ne va pas essayer un jour de prendre nos responsabilités et de juger François Compaoré par contumace en se fondant justement sur les suspects qui étaient là? Alors, je vais rebondir par rapport à certaines interventions. Issaka Lengani, j'avais dit, et c'est à plusieurs reprises, quand il est question de Blaise Compaoré, de son entourage et de son régime que l'on a chassé du pouvoir, eh bien, il oublie son rôle de contre-pouvoir. Et quand il s'agit aujourd'hui des autres pouvoirs, il attaque. Il joue son travail de contre-pouvoir en ce moment. Bon, je dis heureusement que l'Adibama est là,
Heureusement que Inoussa Ouedraogo aussi est là. Monsieur Ils font Touré, bien ce travail-là. Monsieur Touré, Et sinon, c'est dommage. Monsieur Quand Touré, Lengani dit, par donnez exemple, votre avis que sur... Blaise Compaoré était- Monsieur Touré, donnez votre avis sur la question. Les comparaisons, ce n'est pas ce on voudrait entendre de vous. Vous avez quelle opinion, quelle analyse sur le sujet? Si c'était indépendant sous Blaise Compaoré, c'est une insulte, puisqu'il y a beaucoup de dossiers à la commission de réconciliation qui incriminent ce régime-là, du fait justement des jugements mal rendus. Et quand il dit que c'est le MPP qui doit créer les conditions d'une justice indépendante, il oublie que le CDP était dirigé par Roch-Marc Christian Kaboré, la pièce maîtresse. Il a occupé tous les postes sous Blaise Compaoré. Il oublie ça. Et lui-même, Lengani, avant qu'on chasse Blaise Compaoré du pouvoir sur les plateaux, il parlait comme tous les autres du CDP avec Monsieur Touré, je vous défends de faire le procès de mes invités. Vous avez quel avis à donner sur les sujets qui sont mis à la liste? Vous avez un avis, une analyse, une opinion? Voilà, on vous dira merci pour quand même votre intervention. Merci beaucoup. On souhaite avoir des avis. Je ne demande pas de juger ou de faire un procès à mes invités. Non, mais il ne juge personne. Il ne juge personne. Ça fait partie de son opinion. Si vos invités disent qu'ils sont des amis à François Compaoré, ils sont comptables. Justement, nous aussi, nous pouvons aussi avoir des opinions sur lui aussi. Il n'y a pas de problème. Chacun donne son opinion. On peut le défendre de donner son opinion. Si son opinion prend en compte vos invités. Ce plateau est pluriel. Et nous avons un protocole au niveau du plateau. Nous avons un protocole avec ceux qui appellent. Il n'interdit pas d'avoir des opinions sur lui. Non. Acceptez qu'il ait des opinions sur vous aussi. Non, je n'accepte pas qu'on fasse un procès à mes invités. Ils ont leur opinion sur le plateau. Ceux qui appellent aussi contribuent au débat et non pas à donner leurs avis sur mes invités. Ça pourrait être aussi Lagui, ça pourrait être aussi vos commandants. Là, je ne suis pas d'accord avec. Lengani? Non, je voudrais, sur ce petit débat, dire que moi, ça. Je l'ai déjà répondu, pas à lui personnellement, à certains autres qui sont passés maîtres du fait de leur éducation dans l'art d'insulter et d'invectiver les autres, de les menacer. Je leur ai dit que ce qu'ils font là, c'est pour moi du carburant bio. C'est-à-dire que ça ne laisse pas de traces et ça me permet d'avancer. Donc, quand j'entends ça, ça me revigore dans le sens que je suis honnête avec moi-même, avec mes principes et avec ce que je pense être la vérité et que je suis prêt à défendre mes points de vue de la manière qui me plaît et sur les formes qui me plaisent. Maintenant, les autres, ils sont libres aussi d'opiner. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, cela dit, contrairement à ce que Bama dit, il dit que François Compaoré a posé des actes, il doit répondre. François Compaoré n'a posé aucun acte dans l'affaire Norbert Zongo. Aucun acte. Et j'attends qu'on m'apporte les preuves de ces actes-là. Qui, de mon point de vue, n'existent pas. Ensuite, je ne suis pas le juge. Donc, toi, tu ne peux pas dire qu'il a posé des actes. Alors que tu as dit qu'il a posé des actes. Moi, je dis qu'il a posé des actes, ça n'engage que moi. Okay. Ce sont des opinions que vous avez. Des opinions contraires. Donc, on va accepter les opinions de chacun. Ça n'engage que moi aussi. Tout à fait. Voilà. Et je dis avec force qu'il n'a posé aucun acte. Moi, je dis qu'il a posé des actes. Et j'attends on prend on prend un téléspectateur, M. Sia Franck, qui est à Ouagadougou, lui également suit l'affaire François. On aura le temps de tout dire ici sur ce plateau, mais dans le respect et de la courtoisie. Allez-y, M. Sia. Monsieur Sia. Oui. Allez-y pour votre intervention. Ok, bonjour à tous. Moi, je voudrais intervenir sur l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. D'accord, allez-y. Alors, je voudrais tout simplement dire que lorsqu'il dit, François Compaoré dit par ses avocats, qu'il a peur de revenir au Burkina Faso parce qu'il sera un peu torturé, moi, je voudrais seulement le rassurer. Le dire tout simplement que notre pays, ce n'est plus le pays que lui, il a laissé il y a 5 ans. Parce que ce que je sais, c'est que depuis qu'il a quitté, on n'a pas observé des gens qui ont été torturés dans les prisons, dans nos prisons ici. On n'a pas vu des gens qu'on a maltraités ou du moins qu'on a assassinés. Alors, ce que lui dépeint, c'est ce que lui,
quand eux, ils étaient là, c'est qu'ils administraient aux autres. Je voudrais tout simplement lui dire qu'il peut être sûr qu'au Burkina Faso ici, c'est son pays, c'est chez lui, il a ses droits, que ses avocats viennent le défendre. S'il est innocent, il serait innocenté. Quand j'entends des gens sur effectivement le plateau le défendre, c'est normal. Mais laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre pays, il suffit seulement que la volonté, même si vous êtes ennemi politique, qu'on vous écrase comme une mouche. Je ne pense pas que ça se fait actuellement ici. Donc, je pense qu'il a, s'il est vraiment burkinabé, et comme il le dit, qu'il veut assumer sa responsabilité face à la justice burkinabé, qu'il franchisse le pas et qu'il vienne qu'on en finisse une bonne fois pour tous. Le dossier a tellement traîné que moi je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on sache la vérité. Si c'est François est innocent, il sera innocenté. Merci. Si c'est d'autres personnes qui sont derrière ce crime odieux, alors ces personnes seront démasquées. Merci, M. Franck Sia, pour votre intervention. On est vraiment au thème de l'émission. On est au thème de l'émission. Une seconde, si ça déborde, je serai obligé de demander au réalisateur de couper. Une seconde, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Touré dit que je dis que la justice était indépendante sous Blaise Compaoré, alors qu'elle ne l'était pas. Moi, je n'ai rien inventé. On m'a dit sur ce plateau ici que c'est la même justice qui était sous Blaise Compaoré qui est là aujourd'hui et qu'elle est indépendante aujourd'hui. D'accord. Mais celle est indépendante aujourd'hui, c'est qu'elle était hier. D'accord. Je n'ai fait que constater. Merci, les oui, vos commentaires. Ensuite, bon, sur la vérité, sur l'affaire effectivement, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut tout faire pour qu'il y ait la vérité dans l'assassinat de Norbert Zongo. C'est ça qui doit être le guideline de toutes les réflexions et de toutes les actions. Merci. Et non chercher, coûte que coûte, à justifier l'injustifiable. C'est-à-dire l'incrimination d'un homme parce qu'on veut l'abattre de tous les cas. Et puis on m'a dit que si François Compaoré était là, il n'allait pas avoir ces problèmes d'argustie là. S'il était là, c'est qu'il était mort. Si François n'a pas pu échapper le 30 octobre, c'est qu'il était mort au jour d'aujourd'hui. Merci Lengani. Je pense que si François Compaoré devait être extradé, ce serait le prévenu le plus protégé par la justice et par les organisations de défense des droits de l'homme, parce que les caméras, le regard seront braqués sur le Burkina et on va suivre de près le traitement qui lui sera réservé. Donc, et ça, je pense que s'il y a un dérapage, la justice ou l'État burkinabé serait interpellé. Et je pense que c'est quand même, bon, quand on regarde comment les Burkinabés sont traités, c'est quand même un prévenu qui n'est pas comme tout le monde. D'accord. Voilà. Je vais arbitrer, hein. Une seconde, et puis bon, tout le monde aura pris la parole parce qu'il lui reste une minute pour finir. Moi, je veux juste deux choses seulement. Si François Compaoré était là, il a dit qu'il était mort. Moi, je dis s'il était mort, il ne serait pas mort. Ce n'est pas un événement. Il n'est pas plus burkinabé que les autres qui sont morts. Il n'est pas plus important que Norbert Zongo. S'il était mort, et puis c'était fini aussi. Ensuite, quand il dit que les gens l'invectivent, qu'il n'oublie pas du temps de Blaise Compaoré où il écrivait l'opinion. Hein. Il n'a pas invectivé aussi pas mal de gens dans l'opinion en son temps. C'est son tour de Merci. Merci. Alors, pour moi, en fait, c'est clair. Hein. Je pense que si d'aventure la Cour européenne des droits de l'homme refusait d'extrader M. Compaoré, moi je pense que le procès devrait avoir lieu. D'accord. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à mes invités. J'étais donc avec Vokouma Joachim, journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être passé sur le plateau. Lagui Bama, donc journaliste indépendant. Merci Bama d'être passé. Et puis à la gauche de Lagui Bama, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Et enfin, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous ceux qui nous ont aussi appelés. Ce qu'on n'a pas pu également rappeler, ce sera pour la prochaine fois. On se dit donc à dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco Studio Le.